Bienvenue dans le débat. Il est consacré à l'Ukraine alors que des négociations continuent sur un plan de paix. L'émissaire de Trump, Steve Witkoff, doit aller à Moscou la semaine prochaine et le Kremlin a révélé certains points positifs, je cite, dans le plan américain. La coalition des volontaires qui inclut les Européens s'est réunie hier en présence de Volodymyr Zelensky et du secrétaire d'État américain Marco Rubio pour poursuivre les modifications du texte présenté par Trump. L'agence Bloomberg, par ailleurs, a révélé des échanges entre Steve Witkoff et le conseiller diplomatique de Poutine, Yuri Ushakov. Révélation qui montre une proximité entre les deux hommes et qui sème une nouvelle fois le doute sur l'origine de ce plan Trump. Alors, où en est-on dans les négociations? Les Européens et les Ukrainiens parviennent-ils à s'imposer? On va revenir sur ces révélations de Bloomberg. Que disent-elles des relations entre la Maison-Blanche et le Kremlin? Un plan de paix entre l'Ukraine et la Russie est-il possible? On pose ces questions à mes invités. Régis Janté est avec nous ce soir. Bonsoir Régis, bonsoir journaliste spécialiste de l'ancien espace soviétique, notre correspondant à France 24 depuis jusqu'à il y a très peu de temps, et auteur de Notre homme à Washington, Trump dans la main des Russes. On va voir donc la couverture, c'est bien chez Grasset, il me semble. Exactement. Et on ne le voit pas, mais on essaiera de le voir. On ne l'a pas. Bon, désolé. Donc, un autre homme à Washington, Trump dans la main des Russes. Le général Dominique Trinquant est avec nous ce soir. Bonsoir, ancien chef de la mission militaire française auprès des Nations Unies. D'un monde à l'autre, c'est votre livre. Ça, c'est chez Robert Laffont. Et celui-là, il apparaît à l'écran. Régis, je vous promets qu'on le montrera à la fin de l'émission. Ne vous inquiétez pas. Sylvie Berman, ancienne ambassadrice de France en Russie et aussi en Chine, auteur de L'ours et le dragon, Russie-Chine, histoire d'une amitié sans limite, aux éditions Talendier. Merci d'être là. John Rick MacArthur est avec nous ce soir, directeur du Harper Magazine. On va voir également le tout dernier Harper Magazine. Bonsoir, John Rick. The Great Robot Con Game. Merci de participer à cette émission en direct de New York. Alors, où en sont ces négociations sur ce plan de paix? Initialement, ce fameux plan Trump de 28 points, devenu un plan en 19 points. On fait d'abord un point en image avec Sophie Samaï. À bord de son avion Air Force One, Donald Trump relâche la pression sur l'Ukraine. Fini la date butoir fixée à ce jeudi pour accepter le plan de paix américain. Le président annonce la visite de son émissaire Steve Witkoff à Moscou pour rencontrer Vladimir Poutine. Si Steve Witkoff se rend en Russie la semaine prochaine, cela signifie-t-il que la date limite de Thanksgiving pour l'Ukraine n'est plus valable? On verra bien. Ils ont fixé une date et ce sera dans un futur proche. Je n'ai pas de date limite. Vous savez quelle est ma date limite? Quand ce sera fini. Selon le président américain, les négociations avanceraient bien avec la Russie et l'Ukraine. Moscou aurait accepté certaines concessions sans en préciser la nature, alors même que le plan initial en 28 points était jugé très favorable à la Russie. De son côté, Volodymyr Zelensky s'est dit prêt à aller de l'avant avec le plan américain, même s'il note des points sensibles dont il souhaite discuter avec Donald Trump. Je compte sur une coopération active supplémentaire avec la partie américaine et avec le président Trump. Beaucoup de choses dépendent de l'Amérique, parce que la Russie accorde la plus grande attention à la force américaine. Parmi ces points de blocage, la question des concessions territoriales reste centrale. Le plan américain initial prévoyait que Kiev cède les territoires actuellement occupés par la Russie, notamment le Donbass et la Crimée. Cette mention aurait été mise entre parenthèses dans la dernière version de l'accord selon plusieurs médias américains et britanniques. Elle devrait désormais être abordée directement entre les deux présidents. Sylvie Berman, le plan a-t-il été changé dans un sens plus favorable à l'Ukraine ? Oui, certainement, à la suite non seulement des contacts avec les Européens, mais également avec les Ukrainiens à Genève. Bon, le plan, ça avait été un pavé dans la mare, effectivement, parce que ça allait dans le sens des Russes. Donc, il a été rectifié. C'était une bonne approche de travailler dessus et de ne pas considérer que tout était à jeter. Il y a des choses qui pouvaient être modifiées, d'autres donc qui certains pouvaient points être ont été supprimés. écartés. Certains points ont été écartés. Maintenant, on ne sait pas quel est l'état du nouveau plan, parce qu'on connaît le plan européen, on connaît le plan du 28 en 28 points, on ne connaît pas ce que les Américains ont fait à partir de leurs discussions avec les Ukrainiens.
Alors Donald Trump dit il y a un accord, il reste 2 points mineurs. Sauf que les 2 points mineurs sont les 2 points centraux. C'est-à-dire c'est les questions territoriales et c'est les garanties de sécurité. Ah ben oui, Général Trinquant, ça reste les 2 points les plus importants, puisque la question territoriale dans le plan initial, c'était on donne Donetsk et Louhansk directement aux Russes, y compris la partie qu'ils n'occupent pas. Et là, les Européens étaient totalement opposés à cela. Il fallait prendre la ligne de front. C'était ça, la ligne de contact. Exactement. Mais alors, sous le contrôle de Madame l'ambassadrice, les allers-retours diplomatiques, c'est normal. Ce qui se passe simplement, c'est que on avait un plan russe traduit en américain. En gros, c'était ça le plan à 28 points. Et on a ensuite un plan européen et ukrainien transmis aux Américains. Alors, il y a 2 choses auxquelles il faut faire attention. Surtout ne pas froisser M. Trump. Donc toujours dire que c'est bien et qu'on travaille dans le bon sens, etc. etc. Mais on manque quand même la triangulation, c'est-à-dire américain, russe, ukrainien, soutenu par les Européens. On est toujours dans 2 points à chaque fois. Donc c'est un peu, aujourd'hui, on est un peu dans l'expectative. Alors, le président Trump avait dit sous une forme très agent immobilier, « It's not my best offer ». C'est typiquement ce qu'on dit quand on va visiter un appartement et qu'on veut l'acheter. Donc voilà, donc c'est pour marquer un peu le décalage qui existe entre le travail diplomatique et la vision de M. Trump. Régis, est-ce que finalement l'Ukraine, Zelensky a réussi à s'imposer tout de même dans les négociations ? Oui, certainement. Il nous surprend toujours parce qu'il a une capacité de rebondissement assez étonnante. Souvenez-vous de la scène du 28 février dans le bureau ovale où on se disait que c'était complètement terminé pour lui. Et puis, quelques jours plus tard, il parvenait à recréer la discussion avec M. Trump. Et à chaque fois, il l'a fait. Et il le fait encore cette fois-ci, certainement. Alors, c'est pas que lui, c'est aussi, il parvient à le faire parce qu'il y a aussi les Européens derrière, dont on aime dire qu'ils n'ont aucun poids. Mais force est de constater que non, ça pèse dans toute cette discussion. L'Europe pèse, finalement. Oui, tout de même, elle a un rôle. Alors, elle est marginalisée. Trump s'emploie à la marginaliser, mais on voit quand même que le fait que l'Europe épaule M. Zelensky compte pour beaucoup. Après, effectivement, ce soir, on ne sait pas trop où on en est dans cette histoire. On a l'impression que, vous savez, M. Trump avait promis que pour le 27, donc c'est demain, il avait été prévu qu'il y aurait un plan de paix. Donc, hier soir, on a fait des concessions qui sont plutôt des concessions pour le coup, à l'Ukraine. Alors, on peut dire que les Ukrainiens ont accepté le plan paix parce qu'ils ont voulu être polis, comme vous le soulignez. Mais en réalité, aujourd'hui, il est, semble-t-il, inacceptable pour les Russes. Donc, on ne sait pas où on en est dans la discussion. Ce qui ne veut pas dire qu'à long terme, ça ne conduira pas à quelque chose qui pourrait enclencher en quelque sorte la discussion. Alors on a parlé de ces questions territoriales. Deuxième question toujours compliquée, c'est celle des garanties de sécurité, vous le mentionniez. Sylvie Berman, Keir Starmer, le Premier ministre britannique qui fait partie de cette coalition des volontaires, s'est exprimé hier, on va l'écouter. Les discussions à Genève ont eu lieu, comme vous l'avez dit Emmanuel, des progrès significatifs ont été réalisés. J'exhorte mes collègues présents cet après-midi à consolider leurs engagements nationaux. Ce n'est que si la Russie croit à notre détermination à répondre à toute violation que nous pourrons instaurer une paix durable. Et encore une fois, il est excellent que les États-Unis aient progressé dans la rédaction de cet accord ces derniers jours. John Rick, on a écouté le Premier ministre britannique, il dit effectivement que les Américains avancent, mais il a dit aussi qu'il fallait une structure de commandement et de plans militaires qui peuvent être activés si nécessaire avec une garantie américaine. Il a été tout de même assez clair là-dessus, Keir Starmer. À votre avis, est-ce que l'administration Trump serait prête à accepter en fait de chapeauter une forme de garantie ? En fin de compte, on ne peut pas parler de plan de paix normal parce que le plan de paix a été rédigé par 2 entrepreneurs d'immobilier. Kushner, le gendre de Trump, et Witkoff. Alors, il ne s'y connaît pas du tout en histoire, en tactique militaire, en tout ce qui concerne un vrai plan de paix. Witkoff, c'est un courtisan de la cour royale de Trump. Alors, ça n'intéresse pas le nationalisme russe
la fierté ukrainienne, l'humiliation de Zelensky, ça ne concerne pas du tout. C'est un genre de promoteur. Oui, donc c'est garanti de sécurité. S'il y avait un vrai plan de paix évolué avec l'accord du département d'État, vous savez, ce plan a été rédigé et donné au secrétaire d'État Rubio. Comme ça lui a été présenté juste comme ça, sans participation du département d'État. Alors, je ne dis pas que c'est impossible que ça aboutira dans quelque chose de concret, mais pour l'instant, on parle d'un truc absolument pas ridicule, mais qui n'est pas branché à la réalité russe ou ukrainienne. Oui, on va revenir d'ailleurs sur la révélation de Bloomberg, hein. Vous en faites un peu mention. Sylvie Bermann, est-ce que finalement Marco Rubio a joué un rôle tout de même, puisqu'il a discuté, on a vu, y compris avec les Européens, alors que comme le dit John Rick, le plan lui a été donné sans qu'il ait eu voix au chapitre? Oui, bien sûr, mais il y a une forme d'imprudence, d'une certaine manière, même de Donald Trump, qui a dit, voilà, j'envoie les négociateurs à Genève, on a un plan, alors que personne n'avait lu ce plan en dehors de Witkoff. Alors, c'est un plan, effectivement, beaucoup de choses avaient été données par les Russes, par Kirill Dmitriev, et bon, la traduction a été effectuée directement du russe. Il y a d'autres aspects qui ressemblent au plan de Gaza. Il ne faut pas non plus prendre Witkoff pour un imbécile, parce que sans lui, il n'y aurait jamais eu d'accord sur Gaza, de libération des otages contre un cessez-le-feu. Donc il n'est pas 100% russe. Il n'est pas... il a une mission de Donald Trump qui est de trouver un accord. Donc, je pense, enfin, je ne sais pas si c'est une erreur, c'est volontaire, c'est que Witkoff ne connaît que le point de vue russe parce qu'il ne va pas en Ukraine. Celui qui est chargé de l'Ukraine est un autre. Et là, Witkoff, c'est pas évidemment un diplomate, un négociateur. On lui donne un texte et il le donne comme ça. Les diplomates retravaillent un texte pour lui donner un caractère juridique, ils vérifient. Et effectivement, c'est un travail qui n'a pas été fait. C'est pour ça que c'est un plan qui n'est ni fait ni à faire, même s'il y a dedans un certain nombre de points qui peuvent être retenus, développés et négociés. Work in progress. Work in progress. Mais c'est ça la diplomatie, c'est un processus itératif. Donc les diplomates tout de même travaillent, hein. L'agence Bloomberg, hein, puisqu'on le mentionne depuis quelques minutes, a révélé 2 conversations téléphoniques retranscrites dans un enregistrement audio, justement. L'une des conversations entre Steve Witkoff, justement, l'émissaire de Trump, et le conseiller diplomatique de Poutine, Ushakov, et puis une autre conversation d'Ushakov, donc, avec le président du fonds d'investissement russe, Kirill Dmitriev, qui serait à l'origine de ce plan. On va faire un point en image avec Julien Dubois. La conversation téléphonique aurait eu lieu 2 jours avant un appel entre Donald Trump et Vladimir Poutine. L'agence de presse américaine Bloomberg révèle le contenu de l'échange du 14 octobre entre Steve Witkoff, émissaire spécial de Donald Trump, et Yuri Ushakov, conseiller diplomatique de Vladimir Poutine. Les 2 hommes se seraient accordés pour un futur appel téléphonique entre les 2 dirigeants pour trouver un accord de paix. 5 minutes pendant lesquelles l'Américain conseillerait son homologue de Moscou sur les mots que devrait employer le Kremlin face à Donald Trump, prenant le plan de paix pour Gaza en exemple. Voici les propos retranscrits par Bloomberg. Je répéterai simplement que vous félicitez le président pour cette réussite, que vous l'avez soutenu, que vous respectez le fait qu'il soit un homme de paix, que vous êtes vraiment heureux d'avoir vu cela se produire. Je pense que cela donnera lieu à un très bon appel. La conversation se poursuit. Les 2 conseillers se congratulent. J'ai dit au président que la Fédération de Russie a toujours voulu un accord de paix. C'est ma conviction. Je suis d'accord avec toi, il va le féliciter. Il va dire que M. Trump est un véritable homme de paix. Donald Trump a pris la défense de son conseiller en affirmant qu'il n'avait pas entendu la conversation, mais ne dément pas qu'elle ait eu lieu. C'est quelque chose de standard parce qu'il doit vendre cela à l'Ukraine. Il doit vendre l'Ukraine à la Russie. C'est ce que fait un négociateur. Vous devez dire, écoutez, ils veulent cela. Vous devez les convaincre avec cela. C'est une forme très standard de négociation. Une fuite très embarrassante pour la Maison-Blanche qui crée de nombreuses spéculations. Ces révélations interviennent également dans un contexte où des élus, y compris du Parti républicain, ont ouvertement critiqué le plan de paix en 28 points proposé par les Américains.
Régis Janté, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une connivence entre Steve Witkoff et Ushakov. Oui, là, elle est manifeste. Ça veut dire que c'est même le plan, tel qu'on comprend ces mots, a été écrit par les Russes. Et on a fait semblant, la discussion entre Dmitriev et Ushakov, donc Ushakov, c'est le diplomate, le conseiller diplomatique de M. Poutine, et Dmitriev est un homme d'affaires, dans le public, disons, mais qui fait la négociation au sujet avec les États-Unis, pas au sujet de l'Ukraine. Et ils disent, voyez, on va remettre le document directement aux Américains. On leur dira de pas le dire et on fera croire que ce plan est américain. Donc ça va quand même très très loin, effectivement. Dans la connivence. Dans la connivence, effectivement. Mais au point même de se soumettre et d'accepter complètement un plan. Les 28 points sont un plan russe. Et là où Rubio, sans doute, on voit ce que notre confrère américain va me dire si je me trompe ou pas. Mais il me semble que ce que fait Rubio, c'est habilement, connaissant tous les rouages de la diplomatie et de l'administration américaine, fait sortir l'information à un moment donné. Ça serait lui à l'origine de la fuite? Non. L'origine de la fuite, c'est certainement la CIA ou quelque chose comme ça. Mais lui, en tout cas, le rend public à un moment donné et dynamite ce projet en montrant qu'il y a une affaire russe, il y a une main russe quelque part. Et d'ailleurs, il n'est pas le seul à le faire, puisqu'un certain nombre de sénateurs républicains américains disent la même chose. Je vous ferai réagir, John Rick, mais avant Dominique Trinquant. Non, mais qu'il y ait des conversations entre conseillers pour bien préparer un dossier qu'ils veulent faire aboutir, ça ne me choque pas. Ce qui me choque, c'est on appuie sur la personnalité de M. Trump, là. En fait, il faut le caresser dans le sens du poil. Dites-lui qu'il est le plus beau, qu'il est le plus grand, qu'il est le plus fort, et comme ça, vous arriverez à lui faire avaler un certain nombre de choses. C'est ça qui est c'est un petit peu gênant. Et quand on parle du plan de Gaza et de la réussite de M. Witkoff, je rappelle que la réussite, et ça n'est pas la moindre, ça a été de libérer les otages. Depuis, on ne voit pas comment ça va progresser. Je rappelle que le désarmement du Hamas, on n'en parle pas, ça n'est pas réussi. Il a réussi parce qu'il avait une main très ferme sur M. Netanyahou, qui est obligé d'accepter ce que les États-Unis lui passent, et de l'autre côté, parce que l'Arabie Saoudite, Turquie et Égypte ont réussi à dire au Hamas, maintenant, libérez les otages. On verra la suite après. Mais la suite, on ne la voit pas pour l'instant. John Rick, c'est une connivence qui existe entre Witkoff et Poutine et ce proche de Poutine, Ushakov. Il est allé voir Poutine 4 fois, me semble-t-il, Steve Witkoff d'ailleurs. Donc c'était bien un plan russe? Oui, c'est une connivence, mais si je peux le dire, c'est une connivence un peu innocente de la part de Witkoff. Parce que, comme je viens de dire, son premier objet, c'est de plaire au roi. Alors, c'est moins important de réussir avec la paix que de plaire au roi. Et le roi a une capacité d'attention très limitée. Il est en train, en ce moment, à l'heure où nous sommes, il est en train de se disputer avec son architecte au sujet de la taille de sa nouvelle salle de bal à Washington, à côté de la Maison-Blanche. Alors, juste pour vous dire, sur le rôle de Rubio, il y a une rivalité en ce moment entre Rubio et J.D. Vance, le vice-président. Tous les deux voudraient succéder à la Maison-Blanche. Alors, Rubio, c'est plutôt le représentant du Deep State, de l'ancien ordre, de la CIA, du département d'État. Mais lui et Vance, c'est un vrai MAGA, isolationniste, etc. Alors, Rubio est prêt à avaler beaucoup d'humiliation pour pouvoir avancer son projet, son ambition de devenir président. Et Vance voudrait l'anéantir. Alors, encore, tous les deux sont distraits par l'ambition politique. C'est pas la diplomatie. Oui. Alors, j'espère que ça va aboutir dans je ne sais pas dans quel genre de paix. Mais en ce moment, il y a des jeux politiques, des guerres politiques qui sont en cours à Washington, oui, qui n'ont rien à voir avec la paix entre l'Ukraine et la Russie. Et que dire, John Rick, de la réaction des représentants du Nebraska? On va voir sur X ce qu'il a dit. Ce Don Bacon qui, lui, dit pour ceux qui s'opposent à l'invasion russe et veulent que l'Ukraine l'emporte, il est clair que Witkoff favorise entièrement les Russes. Ça, c'est écrit noir sur blanc sur X. C'est ce que dit ce représentant
donc à la Chambre des représentants républicains. Est-ce qu'un agent payé par les Russes ferait moins que lui? Il devrait être renvoyé. Voilà ce qu'il a dit. Et manifestement, il n'est pas le seul à contester ce plan du côté des républicains. Et justement, c'est un partisan de Rubio. C'est un anti-Vance en ce moment. Alors, c'est ça où la compétition entre partis, entre républicains se joue. Et traditionnellement, l'Amérique serait très pro-ukrainien. Et Trump a complètement bousculé le jeu avec son intimité, son amitié, si on peut parler d'amitié entre Trump et Poutine. Et ça, il a rompu avec la tradition américaine. Et justement, il a rompu avec la tradition américaine. Donc, Sylvie Bermann, les Européens qui travaillent avec leurs diplomates ensemble, cette coalition des volontaires, les Ukrainiens, est-ce que finalement, ils vont réussir à s'imposer au bout du compte? Parce que pour l'instant, la Russie refuse donc ce nouveau plan européen. Les Américains, finalement, Trump, pour l'instant, n'a pas non plus signé véritablement ce nouvel accord qui sera entre les deux. Donc, est-ce qu'il le fera ? Alors, je pense que de toute façon, c'est un processus qui va se poursuivre et... ça va quand même dans le bon sens, selon vous. Il y a déjà des éléments, et ce qui est intéressant, on ne sait pas ce qui se passe à Abu Dhabi, mais c'est quand même des militaires, c'est des chefs de services de renseignement. Oui, alors Abu Dhabi, non, mais pourquoi expliquer ce qui se passe à Abu Dhabi. Pourquoi c'est intéressant? Parce que pour le coup, il y a les trois partis, les Ukrainiens, les Russes et les Américains. Parce qu'ils sont en train de préparer la suite, justement. Éventuellement, on en parlait tout à l'heure avec le général sur la surveillance d'un cessez-le-feu. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que malgré tout, ils se projettent dans l'avenir et donc envisagent qu'à un moment donné, il y a un accord de paix. On ne sait pas quand, mais ça viendra naturellement. Général Trinquant, oui, parce qu'on sait peu de choses sur ce qui s'est passé à Abu Dhabi. Ça a démarré hier. Ce sont des discussions, ce qu'on lit, c'est entre militaires américains, russes et ukrainiens. Donc effectivement, cette fois, il y a les trois parties, côté militaire et renseignement. Non, mais je crois que c'est intéressant de voir qu'on en arrive à une discussion avec des militaires. C'est pas eux qui feront l'accord de paix, bien sûr, c'est pas eux qui feront le cessez-le-feu, mais les modalités, c'est eux qui les mettent en œuvre. Et donc, à Abu Dhabi, il y a un travail intéressant. Au regard de ça, il y a un regard intéressant aussi, vous savez, la coalition des volontaires qui s'est réunie hier. Eh bien maintenant, on pense à mettre en place, parce que c'est uniquement les Européens globalement avec les Turcs, hein, on pense à avec faire... les Canadiens. Oui, et les Canadiens. On pense à faire une task force avec les Américains. Parce qu'on se rend bien compte qu'on ne fera rien sans les Américains dans les garanties de sécurité. Et ça, c'est intéressant aussi parce que, si vous voulez, l'appareil militaire américain, lui, il est quand même assez anti-russe. Hein. Il a été éduqué comme ça depuis très longtemps. Et donc il prendra le contre-pied de l'administration Trump. Il peut peser, je ne dis pas contre-pied, certainement pas, parce que tout le monde a la trouille, n'a pas envie de se faire virer. Mais en tout cas, peser dans le dispositif, en disant, vous voyez, à Abu Dhabi, on a mis en place des moyens, on est capable d'eux, etc. Et regardez, avec la coalition des volontaires, voilà les garanties qu'on peut apporter. Et nous, militaires américains, voilà ce qu'on peut faire là-dedans. Parce qu'il ne faut pas oublier que pour les militaires américains, être les chefs de l'OTAN, donc d'une certaine façon chapeauter la coalition des volontaires, c'est fantastique. C'est eux qui dirigent l'Europe militaire. Il ne faut pas l'oublier. Politiquement, c'est pas du tout la stratégie de Trump. Oui, mais les militaires américains, eux, ils sentent bien que s'ils lâchent pied là, ils perdent quand même une influence considérable en Europe. Mais ce qui est intéressant, c'est que la possibilité d'une garantie américaine, même pas précisée, figurait dans le texte en 28 points, alors que jusqu'à présent, les Américains n'en voulaient pas. Alors c'est très vague, mais justement, il faut développer ce point. Savoir si Trump l'accepterait ou pas. On ne sait pas ce qui se passe à Abu Dhabi, et ça soulève davantage de questions que de réponses pour le moment, mais on peut noter deux choses. D'abord, sur le contexte, on a quand même l'impression encore que c'est quand même le terrain, à un moment donné, qui va décider et qui va pousser la diplomatie dans un sens ou dans l'autre. En tout cas, ce qu'on sait de Poutine, par exemple, c'est qu'il n'a aucune envie d'arrêter. Il est poussé par ce qu'on appelle les siloviki, les forces, les gens des services de sécurité, de l'armée autour de lui, et qui lui font croire, et peut-être le pense-t-il, certainement d'ailleurs, qu'ils peuvent encore gagner sur le terrain. Et comme souvent, les guerres, elles se remportent sur le terrain et pas par la diplomatie. La diplomatie vient souvent à la fin, hélas. Donc quel est l'intérêt pour lui d'avoir balancé ce plan à Poutine si finalement il n'a dans son esprit que la guerre ?
Oui, mais M. Trump, lui, veut une paix très vite pour son image, pour ses projets politiques. Je ne sais pas forcément qu'il est un amoureux de la paix, mais faire la paix et passer pour un faiseur de paix, ça lui permet politiquement de changer la nature du régime aux États-Unis, de passer pour un gentil et d'avoir le droit de bousculer les institutions américaines. Mais ce que je constate quand même, c'est qu'à Abu Dhabi, on se rend compte on a des gens très importants pour la première fois, certainement. On a le numéro 2 du GRU, des services de renseignement militaire russes, qui sont très, très puissants. M. Alexeyev, c'est vraiment quelqu'un de puissant. Et c'est la première fois qu'on a quelqu'un d'aussi haut niveau qui vient dans une discussion. Est-ce que c'est parce qu'on craint M. Trump qu'on envoie des gens d'importance comme ça? Mais précédemment, ce n'était pas du tout le cas. C'est un signe, je ne sais pas exactement de quoi, mais en tout cas, ça vaut le coup d'être noté. Pareil, côté ukrainien, on a le chef du renseignement extérieur, M. Boudanov, qui est quelqu'un aussi, militaire, qui est quelqu'un de très puissant aussi. On va écouter justement le vice-ministre russe. Nous constatons clairement l'atmosphère lourde, émotionnelle et très tendue qui est délibérément créée en Occident autour du processus de négociation. Cela n'aide pas. Tout effort diplomatique nécessite le silence et ne peut être efficace que si nous minimisons le risque d'ingérence extérieure. Au lieu de cela, nous constatons qu'un certain nombre de médias sont utilisés non seulement comme des poubelles, mais aussi comme des armes dans cette guerre de l'information. Vice-ministre des Affaires étrangères russe, votre réaction, madame Ryabkov, c'est un grand professionnel, ça fait des années qu'il est là, il traitait en particulier des affaires de maîtrise des armements, mais pas seulement, c'est donc, je crois que c'est le premier vice-ministre des Affaires étrangères. Il réagit effectivement par rapport aux fuites, et les fuites, bien évidemment, visent à casser la ligne Trump versus la ligne Rubio. John Rick, justement, sur ces rencontres à Abu Dhabi, est-ce qu'on en parle dans la presse américaine? Qu'est-ce qu'on en dit? Oui, énormément, on en parle. Le grand public américain ne s'intéresse pas tellement à une dispute lointaine en Russie. Israël, c'est beaucoup plus important dans la conversation américaine. Mais encore, c'est la base de la discussion, c'est sur la corruption fondamentale par Trump des services diplomatiques, des services militaires. Alors, on ne sait plus très bien comment on peut négocier quoi que ce soit, parce que beaucoup de professionnels ont quitté l'armée, ont quitté le militaire américain, ont quitté le département d'État. On est un peu dénudé, dépouillé d'experts. Quand j'écoute mes collègues français, je me dis si seulement on avait des gens comme ça, toujours en fonction au département d'État. Mais nous avons, comme je ne cesse de répéter, des promoteurs d'immobilier qui jouent à la diplomatie. Et la tragédie dans tout cela, c'est que Volodymyr Zelensky a vraiment mal misé. Il a misé sur la réélection de Biden ou d'un démocrate à la Maison-Blanche. Et il a raté l'occasion de négocier une paix avec Poutine, alors qu'il avait fait des petites avances militaires il y a 2 ans. Et ça, c'est une vraie tragédie parce qu'il était poussé par les faucons du Parti démocrate. Aujourd'hui, il n'a plus de levier, sauf l'Europe. Il y a Macron. Oui, alors vous êtes d'accord avec ce qu'il vient de dire, Sylvie Berman? Je pense qu'il y a eu une occasion manquée. L'occasion manquée, c'est celle d'Istanbul, où les Russes paraissaient, mais bon, il faut être prudent là-dessus, prêts à négocier, parce qu'ils n'étaient pas en train de gagner à ce moment-là. En fait, Boris Johnson et les démocrates américains ont dit non, ne négociez pas, on va vous aider, on va vous donner des armes et vous allez gagner. Et donc, ça revient un petit peu sur la table. C'est pas évident qu'il y aurait eu un accord complètement du côté russe,
mais il y avait effectivement une opportunité à ce moment-là. Et le fait que ce soit Boris Johnson, c'est Arakamia qui est le chef de la délégation ukrainienne, à ses porte-parlers qui l'ont dit. Alors après, les Russes l'ont instrumentalisé, mais c'est pas les Russes qui ont dit cela. Mais de toute façon, c'était Boris Johnson. C'est Boris Johnson. Il est allé en Ukraine et leur a dit ne négociez pas, on va vous aider, et vous allez. Encore une fois, c'est les Ukrainiens qui ont dit ça, et ça m'a été confirmé par des Britanniques. Alors, occasion manquée, je pense que l'interlocuteur à New York parlait plutôt de après l'offensive ukrainienne, c'est-à-dire globalement en décembre 2022. Décembre 2022, il faut se souvenir, il y avait une grande offensive ukrainienne qui avait chassé les troupes russes de la région de Kiev, du nord, et même qui avait repoussé les forces russes de l'autre côté du Dniepr. C'était l'opération, souvenez-vous, où le général Sourovikine, qui commandait à l'époque sur le terrain, avait obtenu de M. Poutine l'autorisation de repasser le Dniepr dans l'autre sens. Alors, moi, je ne crois pas trop qu'il y avait une occasion à ce moment-là, parce que, certes, l'armée russe était bousculée, mais Poutine n'aurait jamais accepté un accord au moment où l'armée russe était bousculée. Et on a bien vu d'ailleurs que ça a été la base de départ pour les opérations actuelles de la Russie. Sur la base de ce front qui a été mis entre le Dniepr et Kharkiv par le général Sourovikine, les Russes se sont installés. Les Ukrainiens ont voulu en lancer au printemps suivant une deuxième offensive. Ils se sont cassés sur le mur russe et c'est à partir de ce moment-là que les Russes sont repartis vers l'avant. Et donc je crois que, si vous voulez, le problème c'est que le terrain va décider tout de même, ce que disait Régis Janté. Le terrain décidera aussi en partie. Mais ça peut prendre longtemps parce qu'on ne se met pas dans la tête de Poutine, mais lui ne veut pas s'arrêter. Lui, cette guerre lui permet de tenir la société russe et de l'organiser comme il a envie de l'organiser. Et donc, il a envie de continuer. Alors, pardon. Sauf que il a envie de continuer maintenant, c'est très clair. Ses généraux lui disent qu'il va gagner. Si on en croit l'Institut d'études de la guerre, pour récupérer les 15 ou 20% de la province du Donetsk qui lui manque, il lui faudrait peut-être 2 ans. Alors c'est vrai que la guerre, c'est pas linéaire. Et est-ce qu'il va continuer cette guerre pendant 2 ans? Parce qu'il contrôle certes la population, mais l'économie quand même est dans une situation qui est difficile. Donc il peut tenir 1 an et demi. Même si c'est une économie de guerre qui, a priori, n'est pas... Il y a eu d'inflation qui est importante, il y a des taux d'intérêt qui sont importants. En 2023-2024, la croissance russe est de 4%. Et le FMI l'avait classé comme 4e économie mondiale. Mais ça a complètement chuté maintenant parce qu'il y a les effets en retour. Et donc, je ne sais pas si... pour le moment, il peut continuer sans problème. Mais est-ce qu'il pourra continuer pendant 2 ans et jusqu'à la conquête de ce qui reste du Donetsk? C'est une interrogation. Mais ça dépendra de ce que lui diront ses généraux, hein. Et ces généraux, pour l'instant, ils disent de continuer, Régis. Oui, absolument. Et Poutine, donc, pour rebondir justement sur cette occasion manquée dont parlait John MacArthur pour Zelensky. Ça, je ne sais pas bien, mais ce que je vois dans ce qui se passe aujourd'hui et depuis plusieurs mois, c'est aussi un jeu de poker menteur. C'est-à-dire qu'il sait que M. Trump veut absolument une paix. Et c'est là que je doute des capacités de négociation de M. Trump, parce que si vous affichez trop clairement vos ambitions et votre ambition de le faire très très vite, forcément vous vous posez en position de demandeur. Et en l'occurrence, comme il sait qu'il veut une paix, Monsieur Poutine essaie de concentrer en fait ses efforts, notamment sur la poche de Pokrovsk depuis 1 an au moins, voire plus. Ça fait 1 an qu'il est plus. Mais c'est pas ça. C'est un objectif stratégique, ça, c'est certainement. Mais c'est aussi une manière d'impressionner Monsieur Trump en espérant qu'en faisant une percée, Trump dira mais de toute façon, et il le dit tout le temps, il le pense sans doute sincèrement, de toute façon les Russes on pourra pas les arrêter. Donc faisons une paix à la faveur des Russes et j'aurai une nouvelle paix à afficher à mon tableau de chasse, quoi. Donc il faut bien regarder ce qui se passe sur le terrain. Il ne faut pas être impressionné par ce que font les Russes. Enfin, il faut essayer de le lire le plus correctement possible. Mais il y a certainement cette dimension qui consiste à vouloir impressionner M. Trump pour ensuite, et ça c'était un des points principaux des 28 points, et peut-être pas des 19 d'ailleurs, mais pouvoir obtenir des États-Unis qu'ils obligent les Ukrainiens à donner le reste du Donbass sans avoir à combattre. Peut-être parce que la Russie n'est pas capable de le prendre avant 2 ans, comme vous le disiez. Oui, justement, John MacArthur, c'était ça un peu l'idée. On a l'impression que le plan, c'était
que Poutine dise à Trump, bon maintenant vous leur dites, et d'ailleurs on se demande s'il était d'accord avec ça ou pas, Trump, on prend le Donbass, on prend Donetsk et Lugansk, alors que les Russes n'occupent pas totalement. Est-ce que Trump est d'accord avec ça? C'était un des points, effectivement, sur les 28 points du plan de départ. Tout à fait, il est d'accord avec l'idée de donner tous, parce que c'est pas son immobilier, c'est de l'immobilier disputé entre deux anciens pays, anciennes nations. Et pour Trump, c'est au-dessus, au-delà de ses capacités de compréhension, de comprendre qu'est-ce que c'est la société ukrainienne, qu'est-ce que c'est la société russe, pourquoi les Russes ont eu tellement peur de l'élargissement de l'OTAN, pourquoi ont-ils réagi de telle façon, pourquoi Zelensky est toujours au pouvoir bien qu'il n'y a pas eu d'élection et qu'il est il est en grande difficulté parce qu'il y a beaucoup d'Ukrainiens qui sont en train d'esquiver leur service militaire. C'est grave. Et à l'instant, les Russes ont un clair avantage militaire. Alors, et les faucons dont on parle dans les services de sécurité russes sont plus puissants que les amis européens qui poussent Zelensky à se défendre jusqu'au bout. Général Trinquant, je sais que vous deviez nous quitter, Madame l'ambassadrice, parce que je vois qu'il est 50. Donc, merci d'avoir participé à cette émission. Il nous reste 5 bonnes minutes. Juste sur les questions de terrain, si on regarde le plan russe traduit en américain, il y avait effectivement une concession, si on peut appeler ça une concession russe, dans la mesure où il disait, dans les deux, Kherson et Zaporizhzhia, on reste sur la liste. Donc, on s'arrête là où on est. Mais en revanche, dans la région en particulier de Potrovsk, donc le Donetsk, il faut que les Ukrainiens nous cèdent le terrain. C'est peut-être un indice du fait que, comme vous le savez, les généraux russes mentent à M. Poutine. Ils ne lui disent pas quelle est la vraie situation. En permanence, ils lui disent « on va gagner, pas de problème, vous allez voir, etc. » Mais pourquoi est-ce qu'ils passent leur temps à le rassurer? Mais parce que c'est comme le président Trump qui est un roi, là-bas c'est un tsar, vous voyez. Donc on fait attention à ce qu'on dit, parce que sinon on va tomber du 5e étage. Donc il lui mentait. Mais là, le fait qu'il cherche à obtenir des concessions sur le terrain, par un traité et non pas par la guerre, peut être un indice du fait que les généraux commencent à penser, comme l'ISW, comme le disait Madame l'ambassadrice tout à l'heure, c'est-à-dire, attendez, il va nous falloir encore 1 an et demi pour gagner tout ça, on va perdre beaucoup de soldats, ça va nous coûter très cher, est-ce qu'on ne pourrait pas l'obtenir parce que M. Trump est un type sympa et qui va signer en bas de la feuille? Oui. Je pense que ça peut être un indice du fait que tout n'est pas perdu pour que quelque chose progresse, parce que dans la tête de M. Poutine, on a commencé à lui dire « Attention, ça nous coûte très cher, et si vous vous entêtez comme ça, on va perdre des soldats, de l'économie, de l'argent, etc. » Vous êtes d'accord, Régis? Donc, parce que le temps, on a l'impression qu'il joue plutôt en faveur de la Russie, le temps. Plutôt, mais ça prend beaucoup de temps. Vous voyez, pour un endroit comme Pokrovsk, toute cette poche qui est stratégique, mais qui n'est pas non plus capitale, c'est pas là que va se jouer la guerre. On a peut-être perdu 20-25 000 hommes et ça fait plus d'1 an que ça dure. Donc effectivement, je crois qu'il ne s'agit pas de dire que la Russie va perdre la guerre, etc. On n'en sait rien. Elle est plutôt en position favorable, ça c'est vrai, effectivement. Mais en même temps, c'est très très lourd et très difficile. Et d'ailleurs, si la Russie accepte de négocier, c'est aussi parce que M. Trump leur met la pression avec les sanctions. Et peut-être qu'en Russie, on a aussi cette idée de faire un peu la même chose qu'on avait fait en 2015, disons, avec les accords de Minsk II. Ouais. C'est-à-dire, on gèle le conflit pendant un certain temps, mais qu'est-ce qui s'est passé après Minsk II? La guerre a repris, et on a l'impression que la Russie s'essouffle. On pense qu'il y a au moins 220 000 morts, au moins, c'est plutôt même des hypothèses plutôt assez pessimistes. Donc c'est quand même très très lourd. Et une Russie qui n'est pas capable de mobiliser son armée, parce que la population n'a pas une vraie adhésion morale à cette guerre, contrairement à l'Ukraine,
l'Ukraine, en tout cas pour ceux qui vont se battre. Après, c'est vrai que les jeunes n'y vont pas, donc il y a un vrai problème côté ukrainien aussi. Donc peut-être qu'on est aussi dans cette phase où la Russie, sous la pression de M. Trump, parce qu'il est très puissant, il représente la première puissance américaine, accepte de discuter, peut-être pour mieux reprendre le conflit s'il était gelé pendant quelques mois ou quelques années, comme ça s'est passé après 2015. Donc on répète en quelque sorte cette histoire. John Rick, Steve Witkoff donc, doit se rendre une nouvelle fois à Moscou. Donc, a priori, que va-t-il y faire? Ça doit être la semaine prochaine et c'est confirmé par Moscou d'ailleurs. J'imagine qu'il va flatter Poutine et lui dire que c'est un grand homme et que c'est à lui de décider comment ça va se terminer, la guerre, etc. Et soyez gentil, Monsieur le Président, il faut aider Monsieur Trump à aboutir dans ses ambitions, etc. Et Poutine va le regarder froidement, à mon estimation, et lui dire allez, si vous écoutez Macron, vous écoutez les Européens, et vous ne cédez pas suffisamment de terrain, il n'y a plus rien à discuter. Alors, vous pouvez vous en aller, vous pouvez partir et dire à votre roi que j'attends une offre plus rémunératif. Oui. Donc, ça veut dire la poursuite de la guerre, Général Trinquant? Oui, mais je pense que, de toute façon, fondamentalement, le président Poutine veut continuer la guerre, avec deux possibilités. La continuer aujourd'hui, parce que rien n'est possible, ou comme vous le disiez très justement, marquer un temps d'arrêt, refaire les forces et puis repartir. D'où la nécessité des garanties de sécurité. Complètement, mais donc ça veut dire simplement que cette guerre, qui a commencé en 2014, vous avez raison de le souligner, qui a repris en 2022, elle va continuer. Il faut se souvenir simplement que stratégiquement, les Russes, en fait, lorsqu'ils ont attaqué en 2022, pensaient que ça allait tomber. Ils ne sont pas pour une guerre classique. L'armée n'était pas préparée pour ça. D'ailleurs, la preuve, ça a été leur débandade à l'automne 2022. Donc, ils ne sont pas préparés pour ça. Donc, ensuite, on peut continuer la guerre autrement. Miner les sociétés occidentales, miner l'Europe. Et quand on sentira que le fruit est bien mûr, à ce moment-là, on peut reprendre une offensive. Merci beaucoup. Régis, votre livre, Notre homme à Washington, Trump dans la main des Russes. Cette fois, on voit la couverture. C'est aux éditions Grasset. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci, Général Trinquant. Merci, John Rick MacArthur, d'avoir participé à l'émission en direct de New York. Merci également donc à Sylvie Berman qui nous a quittés un tout petit peu plus tôt. Merci à vous tous de nous avoir suivis et je vous dis à demain.